Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant avec vous au 3921, les grincheux. Les grincheux, appelez-nous les grincheux. C'est comme ça que le ministre Jean-Marie Le Guen appelle ceux qui s'opposent à la réforme du Code du travail telle qu'elle a été présentée hier. Si vous en êtes un de grincheux, appelez-nous au 3921. Mais d'abord Jean-Michel, le pape. Le pape qui est rentré du Mexique où il a fait un voyage officiel. Et en rentrant dans l'avion, il a prononcé beaucoup de phrases qui ont fait débat ici et là. Et Caroline Pigozzi, vous étiez avec le pape dans l'avion qui le ramenait de Mexico à Rome. C'était hier soir. Le voyage s'est bien passé, vous nous l'avez dit. J'ai même eu l'honneur de pouvoir poser une question, même deux. Qu'est-ce que vous avez posé comme question au pape ? Je lui ai demandé ce qu'il avait demandé à la Vierge de la Guadeloupe, Oui. et je lui ai demandé s'il rêvait la nuit en italien ou en espagnol. Et alors, qu'est-ce qu'il a demandé à la Vierge et donc, quelle langue rêve-t-il ? La Vierge, tout. Il lui demande tout à chaque tout, fois. d'accord. Il y a une liste qui est tellement longue que je ne vais pas vous la donner. Quant à il rêve, il a hésité à me répondre. Il m'a dit en espéranto. En réalité, oui. je crois qu'il rêve en espagnol. En espagnol, oui, sans doute, bien sa sûr, langue mais de il voulait Natal, pas le dire. évidemment. Il a dit que surtout, il rêvait, pas dans une langue, mais qu'il avait des concepts dans ses rêves. D'accord. Donc il est diplomate alors dans ses réponses. Il fait Il a trouvé que attention. c'était peut-être un peu indiscret. Ah, peut-être, oui. Mais pourquoi vous l'avez posé cette question d'ailleurs du rêve ? Qu'est-ce qui vous l'a suggéré ? Moi, Oui. parce que mon instinct, Votre à instinct, force de d'accord. voyager avec les papes, il faut poser les bonnes questions. Bon, donc le pape a eu beaucoup de propos, de commentaires sur l'actualité. Et celui qui a retenu notre attention, c'est cet appel à la générosité envers les migrants. Le pape a dit, on ne construit pas des murs, mais on construit des ponts. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, vous êtes à Manciel, en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous nous entendez ? Ah bon, mais donc on me Là, dit on a un que... couac. Oui, il y a un petit couac, comme vous dites, ça arrive quelquefois. Hein. Oh, ça arrive aussi dans l'avion du pape, rassurez-vous. Voilà. Alors, en vous entendant tout à l'heure, Caroline Pigozzi, le monseigneur Di Falco, a souhaité intervenir dans le débat. Alors, j'aurais voulu que d'abord nous ayons un auditeur d'Europe 1, mais le monseigneur Di Falco, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour à Caroline. Vous êtes évêque de Gap et d'Embrun. Oui. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les propos de Caroline Pigozzi ? J'ai souhaité... Non, mais c'est pas les propos de Caroline Pigozzi, c'est ce que j'entends depuis hier dans les médias, où on dit que le pape a mis en cause la foi de Trump. Le pape n'a pas mis en cause la foi de Trump, il a mis en cause les propos de Trump. Et c'est une nuance, parce que chez nous, on distingue ce qu'on appelle le fort interne et le fort externe. Personne ne peut juger le fort interne, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de quelqu'un. En revanche, on peut avoir des réactions, et c'est le cas de ce qu'a fait le pape, par rapport aux attitudes, aux comportements ou aux propos d'une personne. Oui, Mais le pape n'a pas mis en cause la foi, il a mis en cause les propos qu'il juge des propos non chrétiens. Je vais citer précisément le pape. Je ne sais pas si le débat est extrêmement important, mais quand même pour être précis, puisqu'en tout cas ces propos vous ont conduit à nous appeler, monseigneur Di Falco. Donald Trump annonce durant sa campagne primaire aux États-Unis que s'il est élu, il construira un mur qui séparera le Mexique des États-Unis. Et le pape a dit ceci hier, qui construit des murs et pas des ponts n'est pas chrétien. Donc, il dit Donald Trump n'est pas chrétien. Non. Il dit le projet de Donald Trump n'est pas chrétien. Mais enfin non, je crois qu'il dit Donald Trump n'est pas chrétien. Oui, mais c'est un raccourci. Les propos de Trump ne sont pas chrétiens. Mais personne, pas plus le pape que quiconque, ne peut savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Personne ne peut dire il a la foi, il ne l'a pas. C'est ce que lui a répondu Donald Trump, oui, d'ailleurs. Mais je peux Voilà, et c'est pour ça que je réagis, parce que quand Trump dit c'est honteux de juger la foi de chrétiens, mais ma foi, le pape n'a pas jugé la foi de Trump, il juge ses propos, il juge son comportement, il juge son discours. C'est pas la même chose. D'accord, Caroline. Oui, écoutez, vous savez, c'est comme quand on retire, quand on enlève d'une phrase, d'un contexte d'un homme politique, il faut voir les conditions dans lesquelles ça se passait. On avait assisté à cette messe absolument incroyable avec finalement beaucoup de migrants. C'était bouleversant. À la frontière entre le Mexique et les À la États-Unis. frontière, c'était incroyable avec les barbelés. Je veux dire, les correspondants italiens qui voient les papes, qui les suivent depuis un temps fou. Il y en avait 2 qui avaient des lunettes parce qu'ils pleuraient. Ils voulaient pas. C'était une chose mais bouleversante. Donc le pape est monté dans l'avion. Quelqu'un lui a posé cette question. Il faut voir qu'en plus le pape il voit avec des très vilaines lunettes Monsieur Trump qui considère comme un capitaliste très très riche, qui a divorcé, qui a montré ses femmes sous toutes ses. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout le genre de personnage qui lui plaît. Donc il a dit ça, mais il faut pas le retirer du contexte. Et il est vrai que après cette messe, un souverain pontife
juif, donc il est là pour construire des ponts. Quand il entend ça, il bondit. Vous voyez, il ne faut pas retirer les choses du Qu'est-ce contexte. qui vous conduit à réagir, monseigneur Di Falco? Parce que vous trouvez illégitime que l'on prête... Mais non, ne mélangez pas tout. Je répète. C'est à moi que vous dites ça? Non, pas à vous. Ah, c'est à Caroline? Non, je ne parle pas à Caroline. Bon, allez-y. On ne mélange pas tout, allez-y. Ne mélangeons pas tout. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut distinguer le fort interne et le fort externe. Le pape, et il a raison, met en cause ses propos insupportables de Trump. Mais il ne juge pas de sa foi. Personne ne peut juger de la foi de quelqu'un, pas plus le pape que quiconque. C'est pour ça que quand j'entends partout, et d'ailleurs la réaction de Trump lui-même, quand il dit que le pape a jugé sa foi, le pape n'a pas jugé sa foi, personne ne peut le faire. En revanche, on peut juger des discours, des comportements et des propos, et il a bien raison de dénoncer les propos de Trump. D'accord, donc on a bien compris votre propos, monseigneur Di Falco. Caroline, le mot de la fin? C'est deux hommes politiques extraordinaires, et le pape et M. Trump. Et M. Trump, il va se trouver avec 23% de catholiques qui vont voter ou pas voter aux États-Unis, il faut quand même le rappeler. Donc il ne pouvait pas laisser passer à sa manière. Il a bien eu raison de ne pas laisser passer. Voilà, donc vous êtes à peu près d'accord, et merci monseigneur Di Falco. Moi, je ne suis pas du tout en désaccord avec Caroline, je suis d'accord avec tous les discours que j'entends ici ou là dans des tas de médias. D'accord. Voilà, c'est tout. Et vous avez souhaité rectifier, je vous remercie d'avoir appelé Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, Thierry, alors vous avez perdu, bonjour Thierry. Oui, bonjour à vous. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pourquoi. Ben, on m'a dit que vous aviez appuyé sur le bouton raccroché ou quelque chose comme ça. Voilà. J'ai tout à fait involontairement, désolé. Ah, mais j'imagine bien que c'était involontaire. C'est l'émotion papale. Pensez bien. Voilà, ça doit être ça, oui. Donc vous êtes à Manciel, c'est ça, en Meurthe-et-Moselle? Oui, c'est ça, oui. Alors, tout à fait. qu'est-ce que vous pensez des propos du pape qui dit que par rapport aux migrants, il faut faire des ponts et pas des murs? Moi, j'étais quand même assez choqué de lire ça, même si j'ai pas vu tout le contexte dans lequel ça a été dit. Oui. Moi, j'ai juste une question à poser au pape. J'aurais voulu savoir combien de migrants a accueilli le Vatican cette année, quoi. Voilà, c'est la question que je me pose à la base. Parce qu'il vous semble que c'est pas très réaliste ce qu'il dit, le pape, c'est ça? Non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est complètement impossible, quoi. Vous imaginez, chaque famille prend un migrant, mais on va où là? Je pense que vu la conjoncture actuelle du pays, chaque famille a déjà bien du mal à faire avec ses propres enfants, sa propre famille. Et là, le pape qui veut nous imposer, entre guillemets, un migrant, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Ça vous a choqué? Complètement. Moi, je dis déjà que la première chose, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Prenons soin d'abord de nos concitoyens, puis après, on peut voir un peu ce qui se passe autour. Mais voyez, Thierry, confronté à la douleur, à la misère d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent aux frontières de l'Europe. Non, je vais juste aller au bout. Parce que c'est un problème, cette migration. Bien sûr qu'accueillir des gens, c'est extrêmement difficile et qu'on a beaucoup de problèmes à régler nous-mêmes et que je peux comprendre ce que vous dites. En même temps, on a vu notre voisin allemand, ça ne durera pas peut-être, mais il l'a fait, ouvrir largement les bras à ces femmes, ces enfants et ces hommes qui sont dans une souffrance et un dénuement terrible. Mais ça, moi, je veux bien l'entendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Je veux bien l'entendre, mais faut bien se dire aussi, c'est que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Quand on voit dans les rues que cet hiver, il y a des SDF bien chez nous qui sont morts de froid, qui sont morts de faim, et que le gouvernement n'a rien fait pour ces gens-là, et à côté de ça, on vient nous emmerder, entre guillemets, avec les migrants. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est plus possible, quoi. Vous imaginez à Calais ce qui se passe, là? À Calais, c'est plus possible. Les gens, ils peuvent plus vivre tranquilles, quoi. Les gens ne peuvent plus vivre tranquilles. C'est juste pas possible. Vous avez raison, Thierry, mais en même temps, on essaie d'articuler des contradictions qui sont assez fortes. Ces gens qui fuient la guerre, ces femmes, avec leurs enfants, des hommes qui fuient la guerre, et qu'est-ce qu'on leur dit? Non, mais ça se on comprend leur bien. dit quoi? C'est des contradictions difficiles à gérer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand vous voyez que la Suède sont en train de refouler les migrants par dizaines de milliers, qu'ils en ont accueilli quand même 160 000 l'année dernière, et puis que maintenant c'est plus possible, c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus possible, on est bien d'accord. Moi, je vous invite à faire un sondage sur votre compte Twitter pour savoir combien de bons chrétiens, entre guillemets, seraient prêts à accueillir un migrant. À mon avis, vous seriez surpris. Vous voulez dire, il y en a pas? Il y a quand même des gens. Il y a quand même des gens qui mènent des actions de solidarité. Ça existe. Non, mais d'accord. Pas forcément. Faut pas être chrétien forcément d'ailleurs. C'est les gens qui le veulent. Mais la solidarité, elle commence où? Elle se termine où? C'est une bonne question. Est-ce qu'on écoute Caroline Pigozzi?
Restez avec nous, Thierry. Je Caroline. crois que le pape veut créer un climat, c'est ça surtout. Il veut culpabiliser. Il n'est pas là pour juger chacun, dire vous devez pas, telle municipalité doit le faire. Il veut absolument, c'est alerter le monde. Il est une sorte d'ambassadeur de la paix. Il est très écouté en ce moment parce que c'est une pop star finalement, il faut le dire. Et il a une tribune et avec cette tribune, il s'en sert et il dit ça. Après ça, chacun le prend à la mesure de son cœur. Bien sûr, mais il se coupe On est bien d'accord. de beaucoup de chrétiens, comme Thierry par exemple. Sur le moment, je pense qu'après ça, je pense que c'est une première réaction épidermique. J'espère pour lui qu'après ça, les gens reviennent. Mais il peut pas, à la place où il est. En plus, il faut voir qu'il est lui-même petit-fils de migrants, enfin des migrants qui avaient un peu d'argent, d'ailleurs, comme quelques-uns des gens qui passent aussi. Il est, je le répète, d'Amérique latine. Il a une autre vision du monde. Donc, c'est pas du tout un Européen confortable chez lui. Et c'était déjà son combat quand il était archevêque de Buenos Aires. Quand il était évêque, ça a été, quand je me souviens, quand je suis allé en Argentine pour faire une enquête sur lui très peu de temps après son élection, les prêtres, Padre Tio, Padre Pepe, tous les gens qui travaillaient avec lui m'ont dit le combat de sa vie, ça va être les migrants. Vous y trompez pas. Et je suis rentré au journal, on m'a regardé, je dis non, vous allez voir, moi je vous répète ce qu'on m'a dit là-bas. Et donc, c'est vraiment ça. Il a une sensibilité particulière depuis toujours. Qui est liée à son histoire. Absolument, et qui est liée à la situation de l'Argentine, où il y a quand même, c'est un pays où les gens ont beaucoup migré entre les deux guerres, en fait, depuis 1900. Même. Bon, voilà Thierry. Ben voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Mais écoutez, on était heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 et je vous souhaite une bonne journée à Montiel. Merci à vous, au revoir, bonne journée. Au revoir Thierry. Au revoir. Bonjour Patrick. Oui, bonjour, monsieur Apathy. Vous êtes à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Eh oui. Catholique ? Au soleil. Ah, au soleil. Je voulais en profiter, monsieur Apathy, pour, pendant que c'est l'occasion, de saluer madame Piguzzi. Écoutez, elle est là, elle vous entend, et, écoutez, voilà, et votre salut doit lui faire plaisir. Je me permets très gentiment, mais très simplement, de mettre en évidence une chose qu'on oublie un peu trop souvent, parce que c'est pas évident d'être journaliste, et notamment de s'occuper déjà, des journalistes, c'est pas facile, et en plus de s'occuper de tout ce qui est de la religion n'est pas facile non plus, c'est comme spécialité. Donc je voulais dire que cette personne me semble être un petit peu quelque part dans une forme de juste équilibre, si vous voulez, entre sa foi, que je suppose, et d'autre part la rigueur de la profession de journaliste, qui fait que du coup elle devient très crédible et très efficace. Bon, écoutez, je pense qu'on a bien fait de vous accueillir sur l'antenne d'Europe. Le premier des propos du pape, c'est l'humilité. Bon, alors, sur le pape, le pape et ses propos. Allez-y. Oui, justement, je vais y arriver. Oui. Et pour ce qui est du pape François, si je peux me permettre, mais en toute simplicité, et c'est réel ce que je dis, en fait, je pense que ce pape est une chance pour le monde catholique et pour le monde tout court. Pourquoi ? Parce que c'est un homme, j'ai l'impression, de sagesse. C'est un homme d'audace, de vérité. Il a su adroitement, si vous voulez, tenir en respect toute la curie, élégamment. Et il a su fédérer l'opinion internationale, élargie, par sa crédibilité naturelle, puis surtout par son passé, un passé hors du commun. Et ses propos sur les migrants. Et ses propos sur les migrants, vous en pensez quoi ? Alors, sur les migrants, si vous voulez, je pense que, si vous voulez, il y a un auditeur qui est charmant, là, tout à l'heure, mais le pape n'impose rien. C'est ne pas comprendre ce que veut dire le pape. Le pape, si vous voulez, François suggère, il promeut, il incite. C'est son rôle. En plus, il le fait passablement bien. Donc, si vous voulez... mais ça l'engage aussi, il attend d'être suivi, le pape. Il ne dit pas ça pour se faire plaisir. Mais il ne le dit pas dans le vide, pardon. Il ne le dit pas dans le vide. Par contre, il le suggère très intelligemment. Et l'opération Mexique-US est tout à fait le lieu. Pour revenir à ce qu'a dit Trump, c'est évident. Enfin bon, Trump, tout le monde le sait. On croit le savoir, en fait. Si vous voulez, Trump, c'est finalement un grotesque républicain, un peu hystérisé et vide de sens. Donc les propos de Trump, c'est fidèlement du Trump. Par contre, les propos du pape François sont effectivement très clairs, très, frais, parce que c'est la seule voix claire, forte, face au silence coupable et complaisant des politiques de la planète. Monseigneur Di Falco a raison de resituer les choses. Il n'a pas du tout dit... les politiques de la planète, vous savez, il y a des gens qui... je sais pas, Angela Merkel, par exemple, elle fait des choses. Quand elle est confrontée à la misère des migrants, même contre son opinion publique, contre les dirigeants de son parti... Oui, d'accord. Oui. Mais quand vous disiez que personne ne foutait rien... ne met en évidence l'aberration des propos de Trump,
qui sont sexistes, machistes. Enfin, vous connaissez tout ça mieux que moi, monsieur Paty. Évidemment. Donc, si vous voulez... on a compris que pour vous, le pape a porté quelque chose dans le débat. Caroline, évidemment, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense que le pape, il dit beaucoup de choses et puis il en reste toujours quelque chose. Vous savez, vous dites à 100% des choses et puis bon, il en reste. Mais il faut voir que, par exemple, quand on était à cette messe, les gens de la sécurité du pape étaient extrêmement inquiets parce que, la police mexicaine, elle est très corrompue. Et je veux dire, c'était une messe assez dangereuse aussi. C'était pas... Donc, si vous voulez, le pape, il s'implique, il connaît. Et pourquoi ces paroles portent aussi? C'est parce qu'il parle là d'un sujet qu'il connaît parfaitement. Vous voyez, c'est... C'est un sujet qui résonne aussi dans notre actualité. Nous sommes confrontés quand même à des choses terribles. Mais il a été le premier à en parler il y a 3 ans. Il a été élu il y a 3 ans quand il en parlait. Des millions de gens frappent à nos portes. Et nous, aujourd'hui, peut-être que nous avons raison, peut-être que nous avons tort, mais nous avons plutôt envie de fermer les portes que les ouvrir. Donc, les problèmes posés par cette situation sont tout de même nombreux. Et il se dit que sur le nombre de pays qui sont, par exemple, représentés au Vatican, il y a 180 ambassadeurs près le Saint-Siège. Leur métier, c'est de relayer sur le nombre de pays. Même s'il y en a que 10% qui entendent, ça fait quand même 18 pays. C'est toujours ça de prix. Vous voyez, c'est ça sa mentalité. Bien sûr. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appelés depuis Marseille. Et je vous souhaite une très bonne journée au soleil de Marseille. Elle est déjà partie faire trempette, peut-être. Voilà. Donc, on ne l'a pas convaincu. Au revoir, Patrick. Si, vous étiez d'accord. Et en tout cas, merci beaucoup, Caroline. Nous étions très heureux de vous accueillir dans Europe Midi pour commenter les propos du pape avec lequel vous avez effectué ce voyage jusqu'au Mexique. Merci à vous. Je ne suis pas son avocate, je le répète. Je suis d'abord journaliste. Vous êtes journaliste, voilà. Nous l'avions compris et c'est ainsi que nous avions reçu. Merci, au revoir Jean-Michel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous sentez-vous grincheux? On en parle au 39-21. Les grincheux, c'est comme ça que le ministre Jean-Marie Le Guen appelle ceux qui s'opposent à la réforme du Code du travail, ceux à gauche qui s'opposent. Ceux à gauche qui s'opposent à cette réforme du Code du travail. Si vous êtes à droite et si vous vous opposez, vous n'êtes pas grincheux. Non, pour Jean-Marie Le Guen. C'est normal. Vous êtes de droite. Voilà. C'est normal. Mais si vous êtes de gauche et si vous vous opposez, là vous êtes grincheux. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Vous êtes à Strasbourg? Oui, tout à fait. Vous êtes grincheuse? Je suis grincheuse et pourtant je suis pas de gauche. Ah, mais si vous n'êtes pas de gauche, vous n'êtes pas grincheuse? Ah, si, malgré tout. Ah, vous êtes quand même grincheuse, d'accord. La gauche aujourd'hui a clairement une politique de droite. Et notamment pour ce qui concerne le travail. Et moi, j'ai souhaité intervenir parce que voilà, je vais avoir 50 ans. J'ai une activité professionnelle. Je suis cadre en entreprise. C'est pas grave d'avoir 50 ans. Non, mais de voilà. De vous à moi. Maxime pense que c'est grave, mais c'est pas grave pas du tout. Pas du tout. Quand on a du boulot, tout va bien. Quand on a 50 ans, on n'a plus de boulot, ça devient plus compliqué. Mais attendez, Corinne, excusez-moi, je vous coupe. Vous n'êtes pas de gauche, donc vous êtes de droite? Plus. Ah, vous n'êtes plus de droite? Ah, mince alors. Je deviens, là en ce moment, je deviens apolitique parce que finalement, que ce soit la gauche ou la droite... ah oui, vous êtes super grincheuse en fait. Moi je suis très déçue de tout le monde. J'ai voté à gauche quand j'étais plus jeune parce que j'y croyais, je croyais à l'aspect social. J'ai ensuite voté à droite parce que je voyais que au niveau de la gauche ça allait pas bien. J'ai mis beaucoup d'espoir dans la droite et j'ai été déçue aussi. Et puis là maintenant je continue d'aller voter, mais je vote blanc et là je suis particulièrement grincheuse. Bon, si vous votez blanc, remarquez, vous risquez pas d'être déçu là. Au moins, vous votez blanc, vous attendez. Citoyen. Voilà, c'est ça. Oui, mais vous attendez pas grand-chose, si vous votez blanc. Non, j'attends plus rien de personne. Bon. Mais moi, je suis atterrée quand je vois cette politique de gauche qui est pas du tout en faveur des salariés. C'est ce que j'expliquais à la jeune femme qui a pris mon appel. Aujourd'hui, je paye 800 € par mois d'impôts, 600 € de loyer. Si demain j'ai plus de boulot et que je suis au SMIC, mon salaire ne couvrira même pas juste ces 2 postes-là. Et il y a de quoi être grincheux, parce qu'il y a de quoi être très très inquiet pour l'avenir. D'accord. Oui, mais j'entends votre état d'esprit, et donc Corinne, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais j'entends votre état d'esprit. Vous n'espériez pas que de toute façon je résoudrais... Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à Strasbourg. Merci, vous également. Merci beaucoup. Au revoir, Corinne. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, on reste en Alsace. Bonjour, Quentin. Bonjour, Jean-Michel. Vous êtes à Colmar? Oui, c'est ça. Grincheux? Oui, grincheux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça ne me dérange pas trop de prendre... comment dire ça? De prendre cette position de grincheux.
Parce que moi, je suis contre le fait qu'on puisse allonger la journée de travail jusqu'à 12 heures. Je ne sais pas si ces messieurs ils se rendent compte de ce que ça représente, une journée de 12 heures de travail. Si on commence le matin à 8 heures, on finit le soir, il est 8 heures. Donc, je sais pas, eux, je sais pas. Moi, après, ça me dérange pas du tout d'être grincheux. Au contraire. Moi, je suis contre la réforme. Après, du moment que ça va dans le sens de la France et que ça peut faire évoluer les choses, ouais, j'aurais pu être d'accord. Mais là, c'est pas du tout dans le sens, dans le bon sens, quoi. Pourquoi là, c'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire? Parce que c'est-à-dire que la philosophie du projet de loi que je ne défends pas et que j'essaie juste d'expliquer, c'est s'il y a une commande exceptionnelle, s'il y a un accord d'entreprise. Les gens travailleront plus. Bon, ils seront payés plus aussi. Donc, voilà. Ça vous paraît pas bien, ça? Plus à 10%, d'après ce que j'ai pu minimum voir. 10%. La négociation peut faire plus. Le plancher, c'est 10%. Ouais, voilà, 10%, mais des semaines à 60 heures. Et il peut y avoir effectivement non, on ne passe pas des semaines à 60 heures, c'est 46 ou 48 heures. Le maximum, c'est 48 heures, et là, je crois que dans le projet de loi, c'est 46 heures. D'accord, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que c'était marqué des journées de 12 heures et pouvant aller jusqu'à des semaines de 60 heures. Ah oui, peut-être que le journal, il y avait une petite coquille, alors. Ah. Et du coup, ouais, ça fait que moi, je suis pas pour. Après, ça favorise le patronat. Certes, il faut donner de la souplesse au patron pour la compétitivité, etc., etc. Mais s'ils veulent vraiment créer de l'embauche, moi, je sais pas combien exactement je coûte à mon employé, mais je crois que c'est à peu près une fois mon salaire en plus que lui, il dépense. C'est-à-dire, il me donne mon salaire et derrière... 50% de charge sur le salaire. Vous, on doit vous retenir 20% de charge sur le brut. Non, ouais, ça, et 50%. C'est ce qu'on me retient à moi. Mais derrière, le patron, il paye 50%, aussi, ouais, je pense à peu près 50% de charge. Ouais, voilà. Et bien, si on réduisait ça et qu'on leur faisait payer moins de taxes, des entreprises et des machins, je pense qu'ils seraient moins pris à la gorge pour les petites entreprises et les machins comme ça. Ils seraient moins pris à la gorge et ils pourraient embaucher. Et à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de rallonger les journées de travail. Il y aurait du travail suffisamment pour les gens qui en cherchent. Allez, vous êtes mûr pour la campagne présidentielle, Quentin. Vous avez des bonnes idées. Allez. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé le 3921 et d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Mais c'est moi qui vous remercie, Jean-Michel. Et je vous souhaite une bonne journée à Colmar. Merci, vous aussi, bonne journée. Voilà, bon, les grincheux, ils n'étaient pas tellement grincheux, au fond. Enfin, ils n'étaient pas très contents non plus, mais enfin voilà. C'est un peu la fin de la semaine, il faut qu'on se repose tous. Et on se retrouve lundi, 13h10, pour évoquer l'actualité sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921.